bonjour. Bonjour Christelle. Donc, on est là aujourd'hui pour présenter ton livre, Mes amants souterraines, donc, qui est sorti aux éditions Horizon l'année dernière, Voilà, c'est ça, en juin. en juin 2020, qui a reçu le prix du roman gay Découverte en 2020. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, roman donc, d'après une histoire vraie. Oui, exact. Qui- donc, c'est l'histoire de Sidger et Léo, donc deux ados dans une cité qui s'apprêtent à se séparer pour vivre leurs vacances en famille. L'un ira sur l'océan, l'autre dans les Alpes. Ils sont fous l'un de l'autre. Ils se font la promesse qu'après l'été, ils vivront leur amour au grand jour. Mais c'était sans compter les défis et leurs pièges. Donc, déjà, d'emblée, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de quoi ça parle? Ce que ça raconte, Mes amours souterraines, en fait, j'ai pris ça, en fait, c'est le prisme de mes amours que j'ai vécu de 12 ans à 15 ans avec un garçon dans une cité HLM de Nantes. C'est un amour caché parce que c'est un amour entre deux garçons dans les années 80, en 1982 en fait. Voilà, et pour vivre cet amour, on a dû se cacher. Donc, on s'était trouvé un lieu, une cave, une ancienne chaufferie en fait, et où on se retrouvait là. Et donc, je raconte surtout mes amours souterraines. C'est la fin de la dernière année ensemble, à travers aussi les grandes vacances. Le livre commence en fait, commence au début des grandes vacances. On vient de quitter l'école, on va se dire au revoir. Chacun va partir avec sa famille donc pour les grandes vacances et on s'est promis que c'est la dernière fois que ça nous arrive à la rentrée. Soit on quitte Nantes tous les deux, on part vivre sur Paris, on fait n'importe quoi, mais on veut plus être séparés. Donc on s'est fait la promesse, voilà, d'aller avec notre famille, mais que c'était la dernière fois. Donc en fait, le livre ensuite raconte ma partie, mon séjour en grandes vacances jusque dans les Alpes. On a traversé la France, où mon père venait d'avoir son permis d'ailleurs. Il venait d'être mis en pré-retraite, et donc il a pu s'offrir sa première voiture venant d'avoir son permis. Et donc, en fait, ça raconte ça, et ça raconte, en fait, on va dire, en trois thèmes. C'est-à-dire, le premier thème, c'est on se voit avec Siedger, parce qu'il s'appelait Siedger. On se voit avec Siedger, on sait au revoir, tout ça. Ensuite, une grande partie, c'est mes vacances. Donc, c'est tout le séjour de mes vacances avec des rencontres. Je pense qu'on va en parler, des rencontres incroyables, et puis durant les grandes vacances. Et puis le retour sur Nantes après ces grandes vacances, et puis les retrouvailles avec Siedger. Retrouvailles évidemment particulières. Ouais, très Très particulier. singulières. Voilà. En gros, le livre, c'est sur ce prisme-là. Mais du coup, donc, c'est une histoire autobiographique. Oui, 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 oui. Donc, parce J'ai que changé uniquement les prénoms. J'ai pas mis les vrais prénoms. Alors, Siedger, c'est particulier parce que Siedger, en fait, je l'appelais vraiment comme ça. Il détestait son vrai prénom. mmh, Donc, par jeu, il m'avait demandé, il dit, trouve-moi un autre prénom. Moi, je ne supporte pas ce prénom, je ne veux pas que tu m'appelles comme ça. Donc, je ne sais pas, ça m'est venu intuitivement. Je mmh. devais être influencé soit par les séries américaines ou allemandes, je ne pense pas à cette époque. Mais voilà, je ne sais pas, ça m'est venu tout de suite, Siedger, et voilà, il a aimé, et donc je l'ai tout le temps appelé Siedger. OK. Et du coup, c'est parce que ça change vraiment de tes autres romans, parce que tu es aussi l'auteur, notamment de Crucifixion, de Cortège aussi, ça c'est des romans plutôt noirs. Tu as écrit plusieurs pièces de théâtre, heu et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à dévoiler cette histoire, très personnelle? Parce que vraiment tu dévoiles, quelque chose de très authentique, très personnel, tu vas dans l'émotion, et dans, ouais, une histoire, qui Je pense que mais c'est très paradoxal. Je pense que j'ai voulu nous libérer de cette histoire très pesante où j'en ai jamais parlé de cette histoire jusqu'à très peu, jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Même ma sœur, Claire, qui a un an de plus que moi, où on était extrêmement proches, je lui ai jamais rien dit sur l'histoire d'amour que je vivais avec Siedger pendant ces 3 ans-là. Et puis, la particularité de cette histoire, c'est la fin, quand même, qui était une fin
voilà, qui est pas forcément heureuse et qui est extrêmement douloureuse, en fait. C'est une forme de fin impossible et il a fallu des décennies pour que je m'autorise même, à revivre ça déjà en moi et je pense que l'écriture m'aide à supporter ce moment qui continue en fait, hein. Mmh. Ce cette cette recherche, cette quête en fait. Parce que ça a créé une quête, intérieure, une quête intime et où je l'ai pas fini, hein. Je suis tout le temps en errance quelque part, en moi et il fallait qu'à un moment donné, je trouve un endroit et je pense que cet endroit, c'est Paris. Je pense que cet endroit, c'est l'écriture pour me poser et pour enfin pouvoir mettre des mots sur cette histoire-là et puis c'est une manière de qu'il soit toujours là, avec moi et vice versa. Donc une Je mani pense que c'est pour ouais. ça que je l'ai écrite. Et du coup, tu dis que tu es en quête, mais en quête de quoi? En quête d'une fin qui ne s'est jamais révélée. Mmh. Parce qu'une histoire d'amour, oui, on peut comprendre que lorsqu'on vit une histoire d'amour, quand on est adolescent, la plupart du temps, elle se termine des années après. Peut-être même 5, 10 ans, hein, pour des longues histoires, voire plus. Mais dans une, vie, à un moment donné, dans la plupart des cas, je pense qu'il y a une fin. Là, on a 15 ans et on a 15 ans et cette fin est là sans être là. Donc c'est pour ça, en fait, je crois qu'on nous a volé quelque chose et la quête, c'est aussi de rechercher, ce voleur de temps, ce Donc voleur de aussi du contexte parce que donc, être amoureux dans une relation gay, heu, à Nantes, donc dans les années 80, parlons un peu de ça parce que c'est aussi ça que tu partages bah, avec c'est très particulier, puis c'est très paradoxal. C'est en 1982, hein, on a 15 ans en 1982. La gauche est arrivée au pouvoir. C'est, au moment, la période où, ils dépénalisent entièrement l'homosexualité. Alors c'est-à-dire que l'homosexualité était autorisée, mais restait l'âge de consentement, heu, entre garçons. Donc ils ont abaissé l'âge de consentement, à 15 ans et donc ben, on pouvait donc, s'aimer librement sans problème. Sauf que quand bien même on vit dans une cité ouvrière en 1982, l'homophobie est latente. L'homophobie, c'est pas qu'une question de droite. Il faut pas oublier que, par exemple, alors on n'était pas communistes, mais les communistes, ils ont banni l'homosexualité, hein, jusque dans les années fin 70. Et donc, dans une famille comme la mienne, par exemple, ou celle de Sietger, origine vendéenne d'ailleurs, où c'est très traditionnel. Et donc l'homosexualité, heu, c'est, heu, c'est perçu comme une maladie, en fait. C'est perçu comme une maladie mentale. D'ailleurs, c'est la période, à laquelle l'OMS a retiré de la maladie mentale l'homosexualité, quand même. Donc c'est il n'y a pas si longtemps. Et dans une famille comme la mienne, par exemple, où je suis le dernier enfant, hein, d'une fratrie de 8, heu, où en permanence on dit: «Bah alors tu vas te marier, tu n'as pas trouvé de petite copine et tout?» et puis avec des remarques homophobes à la maison, avec des frères qui font, certains frères, pas tous, qui font des remarques homophobes, voilà, dès qu'on voit une tapette à la maison. Moi je me souviens par exemple, Jean Marais, il était connu pour vivre une histoire d'amour, pour avoir vécu une histoire d'amour avec Jean Cocteau. Quand, il passait à la télé, même mon père: «Ah cette tapette», et donc on vit en permanence avec ça et les menaces aussi. Les menaces donc et puis même à l'extérieur, même avec des gens de notre âge, que tu décris quand donc même des situations, des moments qui sont violentes même par rapport. qui sont violents. Oui parce que, les enfants peuvent être très, très violents. Ils peuvent être aussi très intolérants.
Donc, parce qu'ils sont dans un archétype patriarcal, on nous préfabrique quelque part. Donc, alors que l'adolescence, l'enfance, c'est justement une manière de, je veux dire, comment dirais-je, de devenir indépendant. C'est de se construire. Et là, c'est tout l'inverse avec ce genre de mentalité. Et nous, oui, les menaces peuvent être physiques. Chez Siegère encore plus que chez moi. Chez moi, il y avait, je veux dire, recevoir une gifle, on n'avait pas ça. Mais mes parents, ils n'allaient pas jusqu'à là. Vraiment pas. Et puis, ils n'avaient pas cette sévérité-là. Par contre, la compréhension sur l'homosexualité, oui, il y avait ça. Et puis bon, c'était quand même quelque chose d'anormal pour encore beaucoup, beaucoup de gens. Et dans une cité ouvrière, c'est encore plus, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui est en train de se construire? C'est quand même, comme tu dis, un moment où tu te construis dans la vie et où on te dit que, en gros, qui tu es, c'est pas OK, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent à ce moment-là? Une profonde injustice, Mmh. une profonde, déception parce que j'estime qu'être parent, quand on est parent, il me semble qu'on doit être dans la compréhension. On doit alors bien sûr, on doit aider, on doit éduquer, l'enfant, on doit le guider. Mais le guider, c'est pas le brimer, c'est essayer de le comprendre. Et moi, c'est ce qui m'a énormément déçu, c'est-à-dire qui m'a profondément attristé, c'est que c'est la compréhension, c'est-à-dire que c'est et l'incapacité de dialoguer sur ces choses-là. Parce que dès qu'on commençait à dire oui, mais il est ah non, non, on va pas en entendre parler, c'est une tapette, et puis voilà. Donc il y avait une impossibilité. Alors, je pense aussi que c'était matiné de pudeur. Et c'est pour ça que c'est des gens qui ont évolué après, au fil des années, plus tard, avec ma vie adulte, quand ils ont appris, bien plus tard. Bah, entre-temps, ils avaient fait aussi leur travail, la société avait fait son travail. Mais en tout cas, à cette époque, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que oui, moi, je ressentais, et c'est déjà pareil, mais une profonde injustice. C'est-à-dire que et une colère aussi. Comment des parents ne pouvaient pas comprendre leur enfant? Comment ils ne pouvaient pas? Alors bien sûr, je leur ai pas dit, mais ne serait-ce que par leur attitude vis-à-vis des autres. Donc oui, j'ai une profonde colère, mais une colère, que j'ai gardée en moi. OK. Donc Je du suis coup, pas allé à l'affrontement. ouais, tu pas allé les confronter directement tes Peut-être que j'aurais dû aller à l'affrontement, mais j'étais pas seul. Il y avait Siedger et je voulais pas le perdre, et vice versa. parce que pour toi, Donc aller à l'affrontement, c'était perdre cette relation, oui, c'était déjà de nous mettre en danger. mmh, Comment ils auraient réagi honnêtement? Je sais pas. Je suis adolescent, on est encore, considéré comme un enfant, on n'est même pas, préadulte pour eux. Donc je sais pas comment ils auraient réagi. Est-ce qu'ils seraient allés voir les parents de Siedger? Est-ce qu'ils auraient cherché voilà, je sais pas du tout. Mais je me méfiais quand même, je me méfiais. en fait, si tu avais eu, on va dire, les parents ou l'environnement idéal, tu aurais eu besoin de quoi, en fait, à ce moment-là? Tu vois, pour t'aider à vivre, à traverser ce que tu vivais, tu aurais eu besoin de quoi? De tes parents, des adultes, en fait, qui vivaient autour de toi? Si j'avais vécu dans un milieu idéal, si, j'avais des parents, tolérants sur cette chose-là, à cette époque, Bah, donc ça peut être un des éléments d'avoir des parents tolérants, mais tu vois, qu'est-ce qui aurait été, de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là, en fait? ben, je sais pas. J'avais pas la clé sur ça. Mmh. Hem, C'est-à-dire que dans le rêve idéal, je me dis, parce que je pense que mes parents n'étaient pas loin de ça. Simplement ils avaient jamais, ils s'étaient jamais posé la question sur l'homosexualité. Donc mais je pense qu'ils avaient au fond d'eux une extrême tolérance, c'est-à-dire une tolérance possible pour que si, par exemple, si je leur avais avoué, peut-être qu'ils m'auraient dit, et puis je leur aurais raconté aussi le contexte familial dans lequel, vivait Siedger, parce que lui, c'était impossible, hein. Mais peut-être j'aurais aimé qu'ils me disent: «Olivier, écoute, Siéger, il vient».
Il vient à la maison quand il veut. C'est-à-dire oui, une forme de support. Support aussi, puis de lui en disant, bah voilà, de refuge. Au lieu de se retrouver dans la cave, bah, que je me retrouve dans ma chambre avec lui. C'est ça en fait. Mais je savais cet idéal impossible. Et du coup, tu vois, si tu pouvais passer un message justement aux parents d'adolescents qui traversent ça, ça serait quoi en fait? C'est quoi ce serait quoi le message que tu voudrais faire passer? Je pense que c'est d'être, dans la compréhension, de son enfant déjà et de pas toujours poser des questions, qui sont des fois des questions, dures, alors est-ce que ou alors, des remarques. «Tu as une petite copine?» D'insister en fait, l'insistance sur le relationnel de l'enfant. Je pense il faut laisser une marge de mystère chez l'enfant dans ses relations. Mais lui faire entendre que, bah, écoute, c'est pas grave, tu es un garçon, tu nous ramènes un garçon, c'est pas grave. Au moins que ce soit dit comme ça dans une conversation, quelconque, il y a pas besoin de faire, voilà, de faire un rendez-vous, intime un soir en disant: «Tiens, je vais te parler». Non, il faudrait que ce soit dans la parole ordinaire, dans le contact ordinaire. Je pense que c'est là que ça joue le mieux et que pour un enfant, c'est là qu'il entend mieux les choses. Parce que quand des parents, disent, «Bah, écoute, tiens, on va se poser, on va parler, tranquillement, de ça», et bien, on installe un cocon. Mais quelque part, on installe, on est dans une bulle et après on reprend chacun notre rôle quand on a quitté cette bulle et puis on reprend notre rôle avec nos travers. Alors que si c'est dans le quotidien qu'on amène ça, eh bien, on va garder ça. On va garder ça et la parole est encore plus forte. Alors il me semble, hein, je crois, mais oui, c'est dans le rapport au quotidien, en fait, qu'il faut que ces choses-là soient dites, ce que l'enfant a envie d'entendre, des paroles de soutien, tu vois? Voilà et puis pas toujours des questions, heu, voilà. Ah, j'ai envie de te poser aussi une question contradictoire. Donc, le fait de ne pas avoir eu ce soutien et cette écoute, qu'est-ce que ça a développé chez toi comme ressource ou comme force de caractère, en fait? Et ben, je pense que ça m'a rendu fort, quelque part. C'est-à-dire que, comment dirais-je? Je me suis dit que quel que soit le lieu où je vais vivre dans l'avenir, en fait, ma maison, elle est à l'intérieur. Elle est en moi, la maison. C'est-à-dire que ça m'a rendu, quelque pas apatride ou pas loin, en fait. Peut-être un apatride, sentimental, c'est-à-dire qu'on peut me poser à un endroit, à X endroit ou à l'opposé, je saurais trouver ma place et ça, je sais que c'est là-dessus que je me suis construit. Parce que finalement, le d'avoir vécu cette histoire cachée et dans une chaufferie, en fait, c'est quelque part nulle part et ailleurs et donc ma force, elle est là et je pense que ça m'a construit, vraiment. C'est-à-dire que je peux me suffire je vais pas dire que je peux me suffire à moi-même parce que c'est très prétentieux et c'est pas vrai. Parce que mais je peux matériellement me suffire à moi-même et géographiquement, je peux me suffire à moi-même. Et émotionnellement? Émotionnellement, émotionnellement, oui, je pense que quelque part, en fait, ça a amplifié, l'idée que, les relations sont à la fois très fragiles, mais très puissantes, que le rôle relationnel prime avant tout, la pensée prime avant tout. Et c'est mon grand paradoxe. Mon grand paradoxe, c'est que tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, je me suis fait plein d'amis et souvent j'entends dire, «Ah oui, mais tu as des amis, mais
pas des amis de longue date. Et c'est marrant parce que les amis, moi, je les garde en mémoire. Je pense à eux en permanence, c'est-à-dire très souvent. Et ça aussi, c'est peut-être ça qui m'a forgé aussi, c'est-à-dire que pour penser à un ami, j'ai pas besoin ou une amie, j'ai pas besoin, de la voir physiquement, mais je sais qu'elle est là en permanence et que si on ne s'est pas vu pendant 5 ans, 10 ans, ça n'empêche pas qu'on pense à elle et des fois, il y a des amitiés où ils ont besoin de contact physique. Moi, mon contact physique, je l'ai eu 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais il est là toujours. Il sera toujours là. Ah, mais Heu, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans l'histoire, dans le roman où tu pars en vacances, vous partez, vous vous séparez, donc vous avez cet amour, une relation très forte, très fusionnelle, mmh, si je peux utiliser ce mot-là, et vous partez en vacances. Et Sidger te lance un défi d'ailleurs, te lance oui, un défi que tu veux pas prendre au départ, enfin que tu veux pas relever au non, départ, mais qui va t'amener à des rencontres, à c'est faire ça. des choses C'est-à-dire que voilà, alors ce défi-là, à la fois c'était surprenant, mais on en avait parlé plusieurs fois, on se taquinait là-dessus, mais si tu rencontres quelqu'un, mais voilà, et si tu rencontrais quelqu'un, tu vois? Et puis, on avait parlé bah oui, on a 15 ans, notre corps grandit, il y a nos pulsions, nos désirs et je me souviens qu'on avait parlé qu'on parlait très souvent de ça et le défi, il m'a dit: «Écoute, bah, autorise-toi finalement à faire des rencontres, fais même des rencontres» et en fait, lui, c'était pour voir, en fait, pour que je puisse mesurer, l'impact de notre amour, la force de notre amour. C'est-à-dire que malgré ces rencontres, en fait, à travers ces rencontres, c'est que, bah, lui, il souhaite que je revienne vers lui après ça, et en disant: «Bah, je suis plus fort qu'eux». Mmh. Parce que c'est donc il y avait toujours cette présence, on ressent vraiment la présence de Sidger, En de permanence. tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, même Oui, ces rencontres en fait, oui, en permanence. On avait tu parlais de fusionnel, mais c'est ça et fusionnel au niveau de l'esprit et fusionnel au niveau du corps. mmh, C'est vrai. Mais voilà et peut-être que lui, il avait un fantasme d'imaginer que je rencontre des garçons ou voilà, que je fasse des rencontres et puis mais que je revienne après, et que je revienne nourri de ça, pour le nourrir lui. C'est voilà, c'est très, très curieux, oui. Quand je repense à ça, c'est vrai que ça paraît incroyable et sur le moment, moi, j'ai dit: «Wow, tu exagères un peu», et puis au fil, des vacances, au fil des rencontres, ben oui, et c'est là que la force du désir d'ailleurs est impressionnante, hein, parce qu'elle nous fait des fois dévier de trajectoire. Mais là justement, je pense, je n'ai pas dévié de trajectoire, même si il y a eu des occasions, même si il y a eu, mais finalement ma trajectoire principale, c'est Sietger et ce qui voilà et les retrouvailles. C'est-à-dire, voilà, je partais en vacances, mais moi mon point de salut, mon point définitif, c'était Sietger. Mon point cardinal, c'était lui. ouais, cet amour, Mmh. extrêmement puissant en fait qui vous Oui, lie, mais je pense que cet amour, la puissance de cet amour a été amplifiée par le fait que justement on devait se cacher des autres. Est-ce qu'il aurait été aussi puissant, si on l'avait vécu, à l'air libre, aux yeux et vus de tout le monde? Heu, je sais pas, je sais pas. En tout cas, oui, il était très puissant, ça c'était indéniable. Ouais. Mmh. et du coup, il y avait vraiment, enfin moi j'ai senti un avant et un après les vacances quand même qui était parce que et une montée crescendo en fait, on voit au fur et à mesure du roman, on rentre de plus en plus dans quelque chose d'intense, d'émotionnel, comment est-ce que Léo l'a vécu? Ou enfin toi, du coup, est-ce que tu as vécu cette montée crescendo, de Il y a par une ten rapport à l'intensité? Oui, il y a une tension. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis parti avec la peur, hem et ça j'ai toujours eu, la peur qu'il arrive quelque chose de dramatique.
mais pas forcément, par rapport à cette gère, mais par rapport à nous. C'est-à-dire que qu'on ait un accident, en voiture, voilà, et d'ailleurs, il y a une scène, où je décris, un rêve d'accident, un cauchemar d'accident quand mon papa conduit. 58 ans, il venait d'avoir son permis, donc ouh là, il fallait, surtout pas rayer la voiture quand il conduisait. Mais du coup, j'ai toujours vécu avec la peur, c'est la peur de la perte. La peur de la perte, soit de alors pas f ouais, peut-être de ma vie, je sais pas, peut-être, mais la perte du bonheur que je vivais au moment présent. Voilà, au petit bonheur du moment présent. Ça, j'ai toujours eu peur de ça. Je me dis: «Il y a toujours un moment donné, il y a un grain de sable qui va venir». Et du coup l'histoire, s arrive à quelque chose aussi de tragique, on va pas Oui, et puis alors, c'est vrai que tu parlais de tension aussi. La tension aussi, je la vivais aussi parce que je savais que si moi, je vivais quand même dans une famille où si je ne parlais pas de mon homosexualité, si je mets ça de côté, j'étais plutôt un garçon heureux. Je savais que j'étais vraiment aimé de mes parents, aimé de mes frères aussi, mais à leur manière, de mes sœurs évidemment, et puis que j'aime, mais je savais pertinemment, que chez Sielger, c'était pas ça. Il y avait pas cet amour-là. Il y avait une dureté, est-ce que ses parents avaient deviné qu'il y avait quelque chose? Mais ils étaient extrêmement durs avec lui. C'est, heu, oui, c'est sa mère à la fois l'aimait beaucoup, je pense, mais d'une manière non assumée, et puis le père était son père était extrêmement dur. C'était pas quelqu'un du tout sympathique, et c'était plutôt la terreur, chez eux. Donc je vivais avec ça par contre. Je vivais avec ça, et même si c'était une période où lui aussi il était en vacances, au bord de la mer, je sais que c'était dans sa famille, et une famille catho, une famille, voilà, où il était surveillé en permanence, où, lui-même n'allait pas pouvoir, profiter de ses vacances. Mais ça, je le savais ça, et ça, par contre, j'ai vécu, oui, j'ai toujours eu en moi, durant mes vacances à moi, c'est cette peine immense où, je me dis: «Mais mon Dieu, il doit être, voilà, malheureux, si je pouvais le câliner, si je pouvais être là». Mmh. sauver de ça. Et toi, de ton côté, donc à un moment donné pendant les vacances, tu fais cette rencontre étonnante avec, un couple, donc les voisins en fait de vacances, qui avaient, des fils qui eux aussi étaient homosexuels et donc raconte-nous un peu, ce que ça t'a apporté en fait cette rencontre, ce que par Ah bah, rapport sans dévoiler entièrement l'histoire, pour laisser un peu, au lecteur de découvrir l'histoire, mais c'est vrai que c'est une histoire incroyable. On va donc, dans cette maison qui est prêtée par des amis, et là, il y a des voisins, et les voisins, notamment, il y en a une, qui s'appelle Gaïa, qui est une femme, une mère, et effectivement, ils ont eu des jumeaux avec, son mari, qui était diplomate. Donc en fait, c'est leurs jumeaux, donc sont morts du sida, ils avaient, à peine la trentaine, et elle, en fait, quand elle m'a vu arriver, alors ils sont morts du sida avant que j'arrive, hein, bien sûr, et elle, quand elle m'a vu descendre de la voiture, et c'est vrai qu'on s'est notre regard s'est croisé, et là, il y a eu quelque chose d'intense, et moi, je connaissais pas du tout l'histoire. Elle, elle connaissait pas la mienne, et pourtant on s'est compris. Et elle m'a pris un peu sous son aile, et elle m'a fait rentrer chez elle, et il y avait, dans l'entrée les portraits de ses fils. Moi, j'ai trouvé beau, et puis au fur et à mesure, elle m'a expliqué, bah, malheureusement qu'ils sont morts du sida, et elle a été, je pense qu'elle a été une lumière. C'est très paradoxal, par rapport à ce qu'elle a vécu. Parce que je pense qu'elle vivait dans la pénombre de cette tristesse de mère endeuillée. Mais en même temps,
de ses enfants, c'était sa lumière à elle, à eux, et je pense elle a voulu me transmettre un peu de cette lumière-là. Inconsciemment, ça n'a pas été dit comme ça, mais moi, je l'ai perçu comme ça, et dans son regard, elle avait un regard, incroyable, et du coup, je pense elle m'a forgé sans que je sache, ce que j'allais vivre au retour, hein, du tout, en plus. Mais je pense que c'est grâce à ça que j'ai survécu à ce que j'allais affronter à mon retour, et je pense que c'est grâce à elle. C'est quelqu'un d'extrêmement important, dans ma vie. Heu, oui, je pense que c'est une espèce d'ange peut-être. Ouais, je pense. Qu'est-ce que Mmh. ton positionnement justement par rapport à ces rencontres qu'on peut faire dans la vie, qui peuvent paraître du hasard ou pas? Qu'est-ce que tu avec du recul maintenant, quand tu regardes un peu ton histoire et les personnes qui sont arrivées sur sa vie et sur ta vie et notamment dans cette partie de l'histoire, et qui t'ont forgé, tu vois? Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est du hasard ou pas? Est-ce que c'est Ben, si je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas du hasard. J'ai l'impression qu'on est confronté à des épreuves de vie, mmh, des épreuves heureuses, des épreuves malheureuses, et je pense que c'est si on survit à des épreuves tragiques, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on a eu la capacité, alors fait consciemment ou pas consciemment, mais on a eu la capacité de réceptionner justement, à travers des rencontres comme avec, Gaïa, la force qu'on nous donnait, ou voilà, la force qui nous nourrit en fait, cette force de vie. Je pense qu'effectivement, il y a des rencontres qui sont pas hasardeuses. On les provoque, mais on les provoque parce qu'on est comme ça. Heu, alors des fois, il y a je pense que la malchance, c'est de ne pas trouver ces rencontres-là, en fait. C'est ça la malchance. Je La malchance dans une vie, voilà, c'est d'errer toujours dans notre vie, sans rencontrer des gens qui vous donnent la force et donc qui tout ça, ça t'a sont donné la force de quoi toi? je pense qu'elle m'a donné la force de parce que, avec ce qu'elle a vécu pour ses deux fils quand même, c'est une maman dira toujours que, c'est pas naturel, c'est pas dans la vie que des enfants partent avant les parents. Elle, elle aurait pu, se détruire jusqu'à la mort, avec la perte de ses enfants. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, donc c'est qu'elle avait quelque chose en elle qui, je pense qui devait jouer un rôle, et peut-être c'est ce rôle-là, voilà, et tant qu'elle n'avait pas joué ce rôle-là, il fallait qu'elle continue à vivre. Peut-être, c'est des choses très indicibles, c'est des choses qu'on suppose, on n'en a pas les preuves, mais je pense qu'il y a des connexions entre les humains. De toute façon, il y a forcément des connexions entre les humains. Voilà, c'est obligé, c'est obligé. Et du coup, donc là, tu es revenu, donc tu as survécu à toute cette histoire, Mmh. heu, dont on va pas dévoiler tout le truc, hein, quand même, mais donc tu as survécu à quelque chose de que peut-être peu de personnes pourraient survivre. Hem et donc là, maintenant, tu écris cette histoire. C'est quoi les messages que tu as envie de faire passer au travers de ce témoignage? Je sais pas si je veux faire vraiment passer un message, c'est assez compliqué. Hem, déjà le livre, je pense que je l'ai conçu pour que matériellement l'histoire puisse exister. Heu, Parce que le livre maintenant, moi je peux disparaître demain ou dans 10 ans, le livre, il existe, et il existe, ce sera notre témoignage. Ce sera, voilà, c'est, comment dirais-je? Les mots sont plus forts que, nos paroles.
Heu, voilà, ça va rester. Le message, alors oui, si je pouvais dire, le message, peut-être que c'est aux parents d'aujourd'hui, heu, aux parents d'aujourd'hui en disant: «Beh, essayez de comprendre vos enfants, ne les enfermez pas dans un archétype idéal dont vous avez rêvé: "Je veux des enfants, plus tard il fera ça, plus tard il va se marier ou plus tard il"». Voilà, et puis aux enfants eux-mêmes. C'est-à-dire que vous aimez un tel, ne vous brimez pas non plus. Si cet amour est sincère, vivez-le. S'il fait de mal à personne, vivez-le. Voilà, et puis si vous devez encore vous cacher à notre époque, parce que ça, dans les cités aujourd'hui, d'ailleurs c'est très frappant, mon histoire date de 1982. On peut la retransposer aujourd'hui dans les cités HLM, on va retrouver le même schéma, peut-être même avec plus de violence. C'est ça le grand paradoxe de notre monde, moderne, c'est que à la fois l'homosexualité, ben oui, tout le monde en parle et puis on en parle mieux, et puis on l'accepte mieux en règle générale. Mais quand même, il y a des poches où, c'est impossible. Alors soit dans des familles ultra catho ou des familles, ouvrières, ou dans des familles qui vivent dans des cités HLM, voilà, parce que pour X raisons, et où l'homosexualité, ben oui, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment quelque chose d'abject et qu'il faut tuer. Il y a pas longtemps, les homosexuels, alors bon, bah, c'est Daesh, mais ils jetaient les homosexuels du toit. Voilà, alors je ne vais pas faire d'amalgame parce qu'il y a pas d'amalgame à avoir là-dessus. Mais il faut savoir que quand même, vivre son homosexualité pour un adolescent aujourd'hui dans une cité, c'est pas évident du tout. Dans certaines cités, c'est pas évident du tout. Voilà. Donc, je pense que si ce livre peut aider et peut dire: «Mais oui, mais je peux, j'ai le droit d'aimer». Et beh, c'est mon droit, voilà. J'aime ce garçon, il m'aime. J'aime cette fille, je suis une fille, j'aime cette fille, elle m'aime. Ben oui, l'amour n'est pas une maladie, voilà. C'est pas un crime d'aimer, et c'est ça que j'ai, si ce livre peut apporter ça, peut leur donner cette force-là en disant: «Mais allez-y quoi, allez-y, puis vous allez grandir. Vous allez pas être tout le temps dans ce milieu-là». Hem, oui, c'est ça, hein. Aidez-vous à, déployer vos ailes. Je crois que c'est ça. Du coup, parce que c'est quand même un livre qui rencontre du succès. Tu as eu quand même des retours, de lecteurs, Ouais. est-ce que tu peux nous dire quelques retours qui t'ont touché, de certains lecteurs, Heu, alors les retours qui m'ont touché, en fait, c'est alors déjà, je vais dire un retour qui est ultra personnel, puisque ma sœur a appris mon histoire à travers ce livre, celle qui est dans le livre, et elle m'a dit: «Écoute, Olivier, je ne savais pas que tu avais vécu tout ça. Mais mon Dieu, si j'avais su, mon Dieu, si j'avais su, mais j'aurais tellement voulu être là». Et donc elle s'en voulait, mais je lui dis: «Mais ce n'est pas de ta faute. C'est les circonstances qui ont fait». Et je lui dis: «Je pense que c'était mieux ainsi». Voilà. Après les retours que j'ai en fait, c'est sur, par exemple, alors sur Gaïa, c'est beaucoup revenu, sur cette fameuse femme avec, mère des 2 jumeaux, en disant que c'est incroyable d'avoir vécu ça. Et que les gens, en fait, ils ont, alors ce qui revient aussi, oui, alors où les gens disaient disent comme ça, qu'en fait, ils pensent aussi que c'est une espèce d'ange qui m'a permis de combattre ce que j'allais endurer à la fin du livre. Et puis, ce qui revient aussi, c'est l'esprit des années 80, en disant: «Mais c'est ça que j'ai vécu». Je me rappelle, j'étais adolescent, mais on allait à la montagne en vacances, on avait des histoires d'amour, et puis j'en parlais pas, en fait, c'est ça ça ce livre est un peu un livre miroir pour toute une génération, d'adolescents qui vivaient des amours d'été ou des amours, des fois, en secret, et les gens,
En fait, ce qu'ils me disent beaucoup, ils disent: «Mais c'est marrant parce que ça me ramène à des souvenirs que j'avais totalement enfouis». C'est un livre en fait qui révèle des souvenirs enfouis. C'est souvent ce qu'on me dit. Ah, puis le rapport avec nos parents, puis oui, quand on allait, au centre commercial et puis la voiture, mais moi j'avais la même voiture, voilà, c'était, non, c'est et puis la musique, hein, parce que j'écoutais beaucoup la musique. Mais oui, mais moi j'écoutais la même chose que toi, tout ça. Donc en fait, dans en règle générale, dans ce qui revient, chez les gens, c'est il dit: «Merci de parce que tu nous as permis, de en fait, de nous retrouver avec nous-mêmes, avec cette adolescence-là». Et donc en disant: «Mais je suis pas seul». C'est ça aussi qui m'a beaucoup frappé. J'ai reçu vraiment des très beaux messages, là-dessus, en disant: «J'ai retrouvé mon enfance. J'ai retrouvé des souvenirs, voilà, enfouis». C'est ça en fait, c'est un révélateur. Je pense que c'est un livre qui révèle, qui nous révèle à nous-mêmes. Et il y a aussi ce sentiment justement d'être, connecté. On revient à cette notion de relation d'ailleurs où tu joues un rôle de miroir et du coup les gens se retrouvent dedans Je et pense qu'en plus par rapport à l'époque où on vit, cette espèce de confinement, aléatoire, voire presque permanent, heu, bah, finalement, les gens se oui, je pense que le livre, prend encore plus de puissance, à mon avis, les mots, parce que par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on est tout seul, à qui on pense à un moment donné? On va penser à ceux qu'on aime, à un moment donné, ben, on va être obligé de penser à soi-même. Et quand on ouvre un livre, puis dit: «Ah mais ah oui, mais j'ai vécu ça moi à cette époque, ah oui, je me rappelle des vedettes, anciennes stars de la télé qui venaient faire des choses dans les centres commerciaux, voilà, et puis j'allais les voir, ça faisait rêver. On dansait sur Michael Jackson, on dansait sur les voilà, sur les années 80, et du coup, je pense que voilà, ça parle et puis chez les jeunes aussi, l'autre jour, j'ai eu un superbe message d'un jeune en me disant: «Mais, c'est incroyable parce que moi l'amour avec un garçon, bah, en fait, je j'osais pas la vivre, et du coup, ben, je peux m'autoriser à vivre cet amour». C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est encore très important, en fait. C'est-à-dire que c'est des histoires qui peuvent aujourd'hui se passer, voilà, et qui se passent très certainement, hein. Ils doivent encore se cacher, mais voilà. Alors de moins en moins, mais on n'est jamais à l'abri, de toute façon, hein. et du coup c'est un livre qui donne une autorisation qui permet de dévoiler une partie, de soi peut-être? C'est peut-être un livre, alors je le dis humblement, c'est peut-être un livre, permis d'aimer. Mmh. Et donc là maintenant, que tu as écrit ce livre, c'est quoi tes autres projets? Parce que donc tu es partie du roman noir, tu arrives sur un roman autobiographique. Vers quoi tu vas là maintenant? Après un ouvrage pareil? Et ben, je vais travailler là sur un roman jeunesse, c'est-à-dire une série jeunesse, fantasy, Ouais. avec un jeune héros qui s'appelle Nathan Willers, voilà, et puis, c'est prévu, inch'Allah, en 7 tomes. Donc là, je finalise le premier tome. Je dois le rendre, à l'éditeur, mi-mars, fin mars maximum, parce qu'il voudrait sortir le premier tome, il voudrait le sortir avant les grandes vacances. Donc s'il pouvait le sortir fin avril, début mai. Voilà, ça correspondrait presque un an après Mes amours souterraines. Et donc, je travaille vraiment, là, il faut que je finalise vraiment ce 1er tome. J'ai écrit, toute l'arc narratif des 7 tomes, voilà, avec les personnages, je me suis fait une bible, mais c'est un long, long travail. Donc ça, c'est ce côté, là, c'est le côté roman jeunesse, fantasy qui me tient énormément à cœur, où je pense d'ailleurs que les personnages qui ont peuplé et qui peuplent Mes amours souterraines, je c'est mon idée de toute façon, c'est qu'on va les retrouver sous un angle différent, mais on va les retrouver dans ce roman jeunesse. Mmh. J'ai envie qu'on les retrouve dans ces voilà.
leur donner une autre place, une place plus grande, voilà, comme s'ils avaient continué à vivre. C'est comme si on avait continué à vivre tous ensemble ou qu'on allait voilà, se retrouver. Ça, par contre, c'est la force du roman jeunesse fantasy, c'est la force du roman tout court, c'est de pouvoir continuer à faire vivre les gens. Donc il y a ce projet-là qui est bien avancé, hein, mais il y a encore beaucoup de travail. Et puis sinon, il y a aussi ce qui est prévu, c'est un album photo, un livre photo chez le même éditeur, voilà, avec des photos noir et blanc de vie au quotidien, surtout avec des personnes voilà, singulières qu'on croise dans la rue, voilà, une espèce de baromètre de l'humanité actuelle. Voilà, et puis ça, c'est aussi avec les éditions Horizon. Donc voilà, et puis il y a d'autres projets. Ah oui, et puis alors, parce que tu parlais de théâtre, Oui. alors il y a des projets là qui sont, je travaille avec une comédienne sur un monologue. Toutes les semaines, on se voit, qui est un beau monologue, en tout cas, voilà, je le dis humblement. Et on a le metteur en scène, donc la comédienne, tout ça, et on travaille toutes les semaines. Elle habite pas loin, donc on se rencontre. Et puis l'éditeur veut éditer mon théâtre. Donc il y a deux tomes qui sont prévus. Il y en a un, ça va être un tome où il y aura 3 monologues, voilà. Et puis Le Captif notamment, il y aura Le Captif dedans, et puis qui avait été joué à Avignon, et puis sur Paris, à la Manufacture des Abbesses. Et puis un autre tome où c'est plutôt des pièces à plusieurs personnages, et là aussi il y aura 3 pièces. Et puis petit à petit, voilà, on sortira chaque année, il voudrait sortir chaque année un tome avec plusieurs pièces. D'accord. Donc ça, c'est aussi Ouais, vas-y. un beau travail. J'avais envie de te demander, est-ce que tu considères que tu es un auteur, engagé, sur, enfin, pas forcément politiquement, mais sur certains sujets, en fait? Parce que quand même dans tes écrits, il y a toujours des petites pointes de quand même d'opinion particulière sur certains sujets, engageants. Est-ce que tu serais d'accord de dire que tu es un auteur engagé? Oui, engagé, mais à travers l'intime. Mmh. Oui, je pense que oui, j'ai une écriture engagée. Je veux surtout pas que ce soit une écriture tiède. C'est-à-dire que si les choses doivent être dites, ben, il faut qu'elles soient écrites avant tout, mais bien écrites et écrites avec sincérité. Mmh. Heu, C'est-à-dire que quand là où je peux me situer dans l'engagement, c'est que comment dirais-je? Je ne me formate pas au canon d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en disant: «Oh là là, ça va choquer». Non, non, surtout pas. Parce que sinon, alors là, je me brime et c'est même pas et là, j'arrête d'écrire. Donc sur ce principe, je suis engagé. Oui, et puis après, de parler de sujets aussi qui sont des sujets, qui froissent un peu, on va dire, l'âme ordinaire ou l'âme qui veut pas, ouvrir les yeux sur, les tréfonds de l'âme et de sa propre âme, si je puis dire. Là oui, moi j'ai besoin d'écrire ça. J'ai besoin d'écrire ça. Je ne crois pas au manichéisme, par exemple. Donc tous les personnages, et d'ailleurs dans Mes amours souterraines, il y a d'ailleurs dans Mes amours souterraines, pour revenir un petit instant, c'est, une lectrice qui m'a dit: «Mais Olivier, tu te fais pas de cadeaux, parce que tu donnes pas, une image à 100 blanche, quoi. Tu es pas une oie blanche non plus». Et bah, je dis: «Oui, mais moi si, je parle de gens vrais dans les romans, de moi Mes amours souterraines, je ne veux pas cacher aussi les bons côtés et les mauvais côtés, et donc bah, il faut que je m'applique cette règle». Voilà, et quand j'écris, de toute façon, les personnages, ils sont pas manichéens. Je crois pas au manichéisme. On a tous nos péchés, on a tous nos, voilà, nos qualités, nos défauts, on a Ombre et notre lumière, ouais. et voilà. On est Et un être d'ombre et de lumière, hein. pardon? On est un être d'ombre et de lumière. Mmh.
Mais du coup, le fait de pouvoir, le montrer et l'écrire, ça donne aussi encore une fois cette autorisation au lecteur de pouvoir, l'être, Oui. se reconnaître là-dedans, hein. Et si tu avais, des conseils à donner à des auteurs qui veulent justement écrire des choses, par rapport à eux-mêmes, parce que donc tu es passé d'un roman fictif entre guillemets, Oui, oui, à un oui. roman plus autobiographique, donc tu ça forcément il y a un processus créatif qui se passe derrière, quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi quand on écrit quelque chose de vraiment intime comme ça. Ce serait quoi tes conseils pour des auteurs qui veulent révéler aussi des choses d'eux-mêmes? Je pense que déjà, c'est de ne pas, tricher avec soi-même. Alors ça paraît bateau de dire ça, mais c'est un moi, par exemple, Mes amours souterraines, c'est parce que je pense que j'ai mis des années et des années, heu, à accepter le fait que alors déjà accepter le fait, de que je puisse être capable d'écrire, voilà, déjà. Déjà ça. Lire pas mal, mais surtout par rapport à soi-même, c'est de ne pas tricher et de ne justement, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire de faire attention à l'autocensure, Mmh. surtout ne pas s'autocensurer. Après quand on va, corriger le texte, il y a des choses qu'on va dire, qu'on n'aurait pas dites avant et puis on se dit: «Oh beh, c'est pas efficace dans le livre. Ça rajoute rien, donc je l'enlève». Ça, c'est pas grave, c'est pas de l'autocensure, c'est parce que ça rajoute rien au livre. Mais autrement oui, je pense qu'il faut pas tricher avec soi-même. Voilà et puis Tu aurais eu quoi comme petite voix intérieure qui t'aurait dit, «Ah, ça je vais peut-être pas le mettre», tu vois? C'est quoi que tu aurais censuré ou que tu aurais été tenté de censurer et que tu l'as pas fait? les relations que j'ai eues pendant mes grandes vacances, Mmh. j'aurais pu dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit: «Est-ce que je mets ça?» Est-ce que, par exemple, la rencontre avec cet homme, au moment où je vais me rendre en discothèque, franchement, c'est pas franchement une belle image. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est pas on rêve pas de ça vraiment. Si vraiment on veut paraître un ange. Si on veut paraître un ange, on met pas ça et pourtant, j'ai mis, oui, alors si je m'étais censuré dans ce livre, par exemple ça. Donc ouais, tu aurais censuré des parties de toi ou des que tu considères comme étant pas forcément de l'amour, ou Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire ou alors, mais dans ce cas-là, il aurait fallu que j'écrive plutôt des poèmes mmh, sur le mon cher, tendre, aimé, disparu, dans ce cas-là. Mais heureusement, en poésie, il y a aussi Rimbaud qui écrit des superbes choses et qui sont pas qui sont pas manichéennes, hein, mais mais voilà, oui, ne pas s'autocensurer. Écrire tout ce qu'on a envie, heu tout ce qu'on a envie de mettre dans le livre et puis ensuite, c'est à la réécriture, se dire: «Bon, bah, là, ça a pas d'importance, allez, je le retire». On se Dans ce cas-là, on s'autocensure pas, mais là, on fait un travail littéraire. Mais d'accord. voilà. Mmh. Donc c'est différentes étapes. Donc première écriture, on met tout ce qu'on on se met à nu en fait avec soi-même, noir sur Totalement, blanc et après on totalement. et après Ouais. on travail On se littéraire de déshabille totalement. On se déshabille. Voilà. et en termes de, parce que c'est quand même un enfin, ouais, est-ce que tu serais d'accord de dire que c'est un vrai travail thérapeutique en fait que d'écrire son histoire, surtout à une partie de l'histoire qui a été Ah mais moi, je pense, mais c'est à la fois ça peut être très violent. Moi, Mes amours souterraines, quand j'ai fini de l'écrire, et puis surtout quand j'ai eu la réponse de l'éditeur, il m'a dit: «Bah oui, banco, on y va». Très honnêtement, j'ai eu un passage assez douloureux. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Bon d'accord, j'ai mis ça dans le livre, hem, mais en même temps, le fait qu'il va être lu,
j'avais peur qu'on me dépossède de cette histoire. Mmh. J'avais peur qu'on me dépossède de Sieger, une deuxième fois. Et donc, ça a été j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, même après la parution du livre, à accepter ça. Parce que et des fois encore, je me dis: «Oh là là», heu, mais quand je vois la réaction des lecteurs et lectrices, beaucoup de femmes qui lisent ce livre, bah, je me dis: «Bah non», ça me réconforte. Quand tu Parce dis que déposséder, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que te déposséder, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, à un moment donné, on écrit une histoire, mmh mh. mais on sait que l'histoire qu'on a écrite, nous, on a cette vision-là, mais les gens avec, la même histoire, ils vont voir une autre histoire. Et les personnages, quand je dis tout à l'heure quand je parlais de censure, d'autocensure, bon, bah, moi, j'ai écrit ça, c'est ma vie et j'assume ce que j'ai vécu et les relations que j'ai eues, je les assume. Mais l'image que j'en donne dans le livre, il y a des gens qui peuvent le percevoir totalement différemment. On n'a pas la même vi ils vont pas avoir la même vision forcément. Il y en a qui vont dire: «Oh là là, ils sont pas sympas» ou alors, «Non, ils sont adorables». Mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ça ou alors pas du tout. Et puis ils vont voir les choses différemment. Les rapports entre Gaïa, les rapports entre, la famille, ils vont les voir différemment. En disant: «Oui, mais là, il est dur» et puis là: «Ah bah non, il a raison». Et c'est là qu'on est dépossédé. C'est-à-dire que cette histoire ne nous appartient plus quelque part. Et chacun, va broder, quelque chose à partir de ça. Et puis au final, il va avoir un avis et puis c'est l'avis, ça peut être très tranchant, un avis très tranchant, voilà, oui, c'est très particulier donc bah, oui, quand on se livre à d'autres, on se dépossède un peu, quoi. Mmh. Mais On se donc là, tu dépossède. dis que ça a pas été vraiment ton expérience? Tu t'es pas sentie dépossédée justement ou si, Heu, bloquée? si, ouais, si, mais bon, maintenant ça va mieux. OK. J'avais peur aussi des premières réactions, hein. Voilà, donc après ça m'a calmé, ça m'a apaisé. Mais j'attendais l'accueil des lecteurs. Mmh. Moi, j'avais hâte, d'avoir les premiers avis. Et Mais pourquoi vraiment ça comparait par rapport à tes autres livres comme, Cortège ou comme, Crucifixion, en termes de justement, le bouquin est sorti, j'attends les avis des lecteurs. Est-ce que là, c'était différent avec Mes amours souterraines parce que c'était vraiment autobiographique? oui, Ouais. c'était vraiment différent. Mais cela étant dit, avec Cortège, c'est mon premier roman. C'est un roman noir qui glisse un peu vers le fantastique, donc c'est pas quelque chose, on va dire qui est un genre, qui est un genre grand, grand, grand public, hein, on va dire ça. Donc c'est déjà quelque chose de particulier. Mais dans Cortège, mine de rien, vers la fin, heu, il y a un écho à Mes amours souterraines. Il y a une amorce à Mes amours souterraines. C'est-à-dire que quand j'ai fini, quand je terminais, Cortège, c'est là que j'ai commencé à penser à écrire Mes amours souterraines. J'avais pas encore le titre, mais j'avais pensé à ce livre-là. Parce qu'il y a une filiation entre la fin de Cortège et Mes amours souterraines. Mais ça, j'en étais pas conscient. C'est après, c'est à la fin, sur les avis de Cortège et puis sur, quand je l'avais relu, quelque temps après, j'ai dit: «Mais il y a une relation quand même Mmh. avec ce jeune, dans Cortège à la fin, il y a une relation avec ce fils». Voilà, je pense que mon écriture sera toujours, il y aura toujours, cette filiation en permanence, quels que soient les personnages. À un moment donné, je vais mettre mais Cortège, oui, et puis bon, c'était le premier roman et moi, pendant des années, des années, des années, je ne me considérais pas légitime pour écrire. OK. Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie légitime à un moment donné alors? La lecture, la lecture, de lire aussi des biographies d'auteurs, les parcours de vie.
de lire des parcours de vie et en me disant, parce que souvent on se fait une haute stature de, par exemple, d'un écrivain. Et beh, oui, on voit, l'écrivain qui brille, dans les médias et tout ça. Et puis, mais sauf que quand on gratte un petit peu derrière, on se rend compte qu'il a une vie, alors des fois très ordinaire, ou alors une vie très chaotique, qu'il a vécu des gros malheurs et que malgré ces gros malheurs, il a atteint un but. Voilà, il a atteint un objectif. Et à force de lire des biographies, à force d'entendre des parcours de vie, tout ça, bah, on se dit: «Mais finalement, bah, oui, peut-être je peux, peut-être je peux au moins essayer d'écrire». Voilà, pourquoi pas finalement? Et puis bon, la légitimité venait aussi du fait que moi je suis 10. Alors 10, c'est je suis dysorthographe et dyslexique. D'accord. Donc ça m'a handicapé à l'école, vraiment, et il faut que j'écrive tous les jours parce que sinon je perds très vite, ce que j'ai retenu de la grammaire ou de l'orthographe ou les quand on dit sévère, c'est très compliqué. Il faut écrire tous les jours un peu parce que sinon on perd quand même. Mais on s'améliore, hein, heureusement, hein, mais moi je travaille avec le Becherel, tout ça. En fait, j'essaye mais pendant des années, moi j'ai un CAP de floriculteur. D'ailleurs, je raconte dans le livre Mes amours souterraines, la rencontre avec le conseiller d'orientation et en clair, c'est, bah, lui on pourra rien faire de lui. Et donc évidemment, ça me confortait dans l'idée que j'étais un idiot. Parce que je considérais que j'étais un idiot, j'étais pas intelligent. Moi, quand j'étais gamin, à l'école, je me dis: «Bon, bah, je suis pas intelligent, je suis incapable d'apprendre». Mais ça m'a suivi pendant des années, des années, des années. Et à 25 ans, je suis retourné, à l'université de Nantes. Là, j'ai fait des cours du soir pour essayer une remise à niveau bac. Et puis là, je suis tombé sur une prof, bah, qui m'a encouragé, mais vraiment, grandement encouragé. Et puis ensuite, après, j'ai quitté ces cours-là. Et puis des années après, je me suis remis un peu à l'écriture. Parce que j'écrivais quand j'étais petit. Je dessinais beaucoup de contes et légendes sur des nappes en papier, puis j'écrivais l'histoire avec. J'adorais faire ça. Donc le roman jeunesse, quelque part, c'est, je retourne aux sources, source de la source. Mais, et donc, voilà, et petit à petit, la légitimité a commencé à se reconstruire. Voilà, et puis j'ai fait des tentatives et puis c'est les 1res tentatives, elles étaient nulles dans l'écriture, c'était pas terrible. La première pièce de théâtre, c'était n'importe quoi, j'ai même mais vraiment n'importe quoi. C'était un mélange de roman mais, chaotique, bâclé, mélange de dialogue et tout ça, mais mine de rien, voilà. Et j'ai persévéré. Et c'est peut-être aussi ça que ce que j'ai vécu paradoxalement avec Siéger et le fait qu'on a dû nous nourrir nous-mêmes, peut-être que j'ai cette force-là en moi, cette nourriture-là qui me permet de persévérer. Allez, coûte que coûte, j'y vais. Et donc, Alors ça met plus de temps, hein. ouais, pardon, il t'a fallu combien de temps pour, du coup, écrire quelque chose avec lequel tu étais satisfait? Heu, Bah, en fait, j'ai repris vraiment l'écriture. On va dire que on va dire que vraiment le baptême de l'écriture depuis que je suis auteur, c'est 2010, 2011. Il y a 10 ans, en fait. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu l'opportunité de venir vivre à Paris, voilà, et puis l'opportunité d'écrire. Et c'est là que j'ai écrit ma première pièce de théâtre qui était et qui était pas bien. Et puis ensuite, ben, c'est là que j'ai écrit alors si, ça faisait un an que je travaillais sur un énorme roman qui s'appelle «Sous la mer coule l'espoir», qui est un gros pavé de 600 pages, qui est pas montrable, mais je pense que c'est une belle histoire, mais franchement, il y aurait tout à refaire. Et ceci dit, j'en ai parlé à l'éditeur. Je lui ai parlé un peu de cette histoire, il m'a dit: «Mais moi, je serais curieux de la lire». OK. Tant pis, c'est pas grave, mais je serais très curieux de lire ce manuscrit parce que, voilà, il me semble qu'il y a un truc puissant, mais et donc je pense que quelque part ce manuscrit,
Oui, c'est le commencement. C'est le commencement de l'écriture. Vraiment, je considère que c'est là. Et donc ton écriture, est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis Oui. maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Que Comment ce tu soit dans le théâtre ou que ce soit dans l'écriture, roman, ouais, elle évolue quand même. Elle évolue. C'est tout bête, hein, je suis comme un gamin, hein, c'est-à-dire que, comme je me remets à lire, comme je veux dire, tout le temps, mais pas tout le temps, mais presque, mais c'est dingue parce qu'on redécouvre le vocabulaire, Mmh. on redécouvre la force des mots. Utiliser un mot, plus précis qu'un autre pour telle, situation, c'est vraiment de l'orfèvrerie, mais orfèvrerie un peu intellectuelle, hein, mais au bon sens du terme, hein. C'est pas un truc, oh là, oh là. Et ça j'aime, et en fait, j'aime cet artisanat des mots. J'adore ça. Donc j'adore trouver des formules, des formules, bah oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est puis des fois, quand on se relit, je dis: «Oh là, bon, j'ai un peu trop tricoté là, j'ai un peu débordé». C'est quoi l'heure à laquelle tu écris le mieux? Est-ce que toi, tu as des créneaux, tu vois, certains écrivains ont des créneaux horaires avec lesquels ils travaillent ou toi? Alors j'en ai eu pendant un petit moment, au début quand j'étais à Paris, j'écrivais beaucoup la nuit, hem et jusqu'à 4 heures du matin et puis, au fil du temps, je me rendais compte que c'était peut-être pas l'idéal sur le plan physique, parce que j'avais tendance à grignoter la nuit, donc à prendre un petit peu de poids, voilà. Mmh. Et merci le chocolat. Et puis, du coup, j'ai dit: faut que j'apprenne à avoir une hygiène de vie, quand même un minima d'hygiène de vie pour pouvoir, continuer l'écriture. Mais, j'ai pas d'heure. Je peux écrire le matin. Il y a juste un truc, c'est que, sur l'écriture, moi, si je sais que j'ai un rendez-vous, par exemple en fin d'après-midi, en général, je vais pas vraiment écrire parce que ça me bloque. J'ai besoin de savoir que je vais avoir une longue plage toute une journée pour écrire. Sinon, je vais être bloqué. Et puis, avec, l'écriture, il y a aussi quelque chose, c'est vrai que déjà, je suis quelqu'un d'indépendant, de solitaire, même si je vis pas tout seul, mais je suis quelqu'un de solitaire quand même. Mais l'écriture te rend encore plus solitaire, plus indépendant. Et donc du coup, bah, moi je sais que des fois il est difficile de me faire sortir. Alors on me dit: «Mais si, viens» et tout ça. Et je crois que c'est Faulkner qui lui avait je dirais le même souci et quand on l'invitait, il dit: «Allez viens, viens, écoute, tu vas pas rester enfermé chez toi, tu écriras demain». Et Faulkner à la fin, il était extrêmement malheureux quand il devait sortir. Quand il revenait, il dit: «Bah voilà, à cause de vous, j'ai peut-être raté ma meilleure nouvelle». Et en fait, je vis toujours avec ça. OK. J'ai toujours peur, à un moment donné, que lorsque je suis à l'extérieur, hop, d'un seul coup, j'ai une pensée, et j'ai «Merde» L'inspiration était là et ouais. et ouais, et là et quand je vais revenir, j'ai perdu l'idée. Et ça, de perdre l'idée, de perdre le fil, c'est quelque chose qui me hante, qui m'angoisse. Parce que je dis: «Mais merde, j'avais le meilleur», tu sais, c'est comme quand tu fais un rêve, des fois ça m'arrive, j'ai une phrase qui vient comme ça, dans le lit et je dis: «Oh, il faut que j'écrive». «Oh non, je l'écrirai demain, je m'en rappellerai». Bah, tu parles, je me rappelle jamais. Je savais que c'était une superbe phrase et voilà, oui. Donc tu as pas des systèmes justement pour, t'aider à capter ton inspiration quand elle vient? Je sais pas, d'avoir sur ton téléphone, enregistrer quelque chose ou Alors oui, parce qu'en plus avec les smartphones, on a des dictaphones aujourd'hui. Mais ne serait-ce que l'idée de rechercher son dictaphone, de le mettre en route, hop, l'idée moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Je n'arrive pas à retenir, même quand je lis un texte, hein, des fois je dis: «Mais qu'est-ce que j'ai raconté au fait, dans la page précédente? Non mais c'est ça que j'ai écrit». Voilà et oui, oui, j'ai une mémoire de poisson rouge.
Donc, Alors pour revenir aux amours souterraines, du coup, si tu devais dire une conclusion, un message de la fin, ça serait quoi par rapport à... Donc, je remonte à Mes amours souterraines, donc des éditions Horizon. Ce serait quoi ton message de fin pour les lecteurs? conclusion de Mes amours souterraines, si j'avais quelque chose à dire, c'est pour, oui, bah, c'est pour que chacun vive pleinement sa vie, ses amours, et surtout pour avoir ni regrets ni remords. Ok. Merci, Olivier Souris. Merci, Christelle Leray.